Hello, hello, salut tout le monde d'être... Ah bah salut Gabi. Bon, de retour du coup à Répu après une petite absence. Je sais pas si vous l'entendez, mais je parle encore du nez, j'ai eu le droit à une petite grippe. Du coup voilà pourquoi j'étais pas là. Il y a pas mal de monde là, c'est cool. On retrouve République au niveau des nuits debout. Vraiment le côté sympa des ateliers, il y a toutes les tentes là qui sont déjà montées et celles qui sont en train de se monter. Voilà. Donc 4 avril. On n'est pas le 4 avril? Si, on est le 4 avril. Donc voilà, comme d'habitude du coup je vais vous faire un petit tour. D'abord pour vous montrer un petit peu où on est en termes d'occupation et structurellement comment s'organise Nuit debout. Là vous voyez du coup il y a des ronds avec là, tout à l'heure je regardais, donc c'est sur la démocratie. Commission démocratie à ma gauche, donc là à droite si je ne me trompe pas, on va revenir après, mais normalement c'est l'infirmerie. Là il y a une tente qui a été montée au milieu, ça c'est tout neuf. On va aller voir un petit peu. Oula, pardon, excusez-moi. Voilà, vous voyez du coup là à gauche. Merci à vous tous d'arriver, de suivre le périscope. Du coup, on est en direct de la place de la République pour Nuit debout. Donc voilà la logistique. Il y a une belle pancarte. Voilà, et qui bosse là juste à côté. Non, il n'y a pas de présence policière. En gros, si, il y a une présence policière, mais plus diluée. C'est-à-dire, en arrivant, moi, je me suis quand même fait fouiller mon sac, mais sinon, non, il n'y a pas de présence policière sur la place. Ou en tout cas, pas en uniforme. Donc voilà, là, il y a une autre... là, c'est une conférence. On va aller regarder. Donc, je vous fais faire d'abord le petit tour. Donc là, on a les avocats. Après, on va rentrer dans les commissions, vous allez me dire ce que vous préférez. Il y a de tout. Donc voilà, donc là les avocats à ma droite. Stop l'état d'urgence. Non à la recolonisation de l'Afrique. Voilà, là il y a l'écologie. Bien sûr que ça vaut la peine de vivre en France. Donc voilà, l'écologie, là il y a du coup Libertalia, toujours fidèle au poste du coup, avec son étalage de livres, mais pas que, il y a aussi de la musique et des podcasts et plein d'autres choses. Donc l'accueil qui maintenant a pris place depuis déjà un petit moment, en plein milieu quand on arrive. Donc voilà le point d'entrée des Nuits debout. Voilà l'accueil. Voilà, et comme vous pouvez le voir, il y a du monde. En plus avec ce beau temps là, c'est cool. Donc ça s'installe. Ah bah il y a du monde aussi de l'autre côté, on va aller voir. Donc là voilà, il y a des jongleurs qui commencent à s'entraîner. A priori, ça ressemble à du jonglage qui peut s'enflammer après. Ouais, très très beau soleil, il fait super beau, c'est cool. Donc voilà, il y a une bonne ambiance, il y a tout le monde qui est là, qui profite. Alors là, il y a un grand drap noir, on va aller voir ce que c'est. Alors c'est pas une manif, c'est une mobilisation, Nuit debout. Qui est là pour discuter et construire des alternatives par rapport à notre système actuel. Ouais, non, c'est pas vide, c'est pas vide, c'est... Bah, d'ailleurs, vous voyez bien, c'est plus les nuits debout, c'est les jours debout là, pour l'instant. Et il y a pas mal de monde, vous voyez, il y a des grands ronds de discussion. C'est vraiment une place, malgré tout son historique, où l'ensemble de la population renoue du lien. Et
est là pour différentes raisons, mais en tout cas, c'est vraiment la place de ralliement. Pour ceux qui m'ont suivi un petit peu avant, ah mais si je suis relou, faut partir. Pour ceux qui ont pu suivre avant, du coup je fais pas mal d'interviews. C'est vrai que ce qui ressort globalement, c'est que les gens sont là pour créer du lien. Et après il y a pas mal de choses concrètes qui ressortent. Il y a du coup là il y a 3 constitutions en cours, il y a de la monnaie libre là avec les programmes et tout ça qui sont en place et qui devraient arriver dans pas longtemps. Il y a même Crèche Debout. Il y en a plein, des debout, il y en a à foison. Il y a pas mal d'activités aussi autour de la commission numérique où il y a énormément de programmes qui sont construits. Ouais, il y a Crèche Debout, j'ai trouvé ça cool. Il y a aussi, bien sûr, vous le savez, il y a TV Debout, Radio Debout, il y a la Gazette Debout, il y a du coup tous les organes de presse qui sont représentés, le Périscope en fait partie. Et tout ça, ça s'organise, donc voilà. C'est moins facile de médiatiser parce qu'évidemment, un mois pour construire, c'est extrêmement peu. Et en même temps, déjà, il s'est passé énormément de choses. C'est un peu comme le marché de la connaissance un peu, et du lien social. Faut la rabattre. Donc on va aller voir un petit peu là, parce que, a priori, il y a des trucs intéressants qui se passent ici. On va aller écouter la dame. Je sais pas exactement qui c'est, on va aller s'enseigner. Et ouais, Péri Debout aussi. Du coup, l'organisation des périscopes qui se fait aussi. Ou d'essayer d'éviter que 2 personnes se battent, même si j'ai pas un brassard de la commission sérénité, tu vois, j'en ai rien à foutre. Je vois 2 personnes qui se font, une femme qui se fait, ou quelqu'un qui se fait insulter, féministe aussi. Je m'en mêle, parce que ça me regarde, parce que c'est mon monde, voilà, et que je fais partie de ce monde. Bref, donc les révolutions, elles sont multiples. Et la prochaine, c'est à nous de les vendre. Alors quand tu évoques, pardon je dis tout, j'ai l'habitude, j'aimerais bien qu'on me tutoie parce que vraiment j'ai l'impression d'être la grand-mère du mouvement. Mais hier, en action, j'ai 61 ans, il y avait une copine, Marie, qui avait 83 ans et qui, comme nous, s'est coltinée les CRS devant l'Assemblée nationale. Ouais, ça bouge, mais il fait chaud, je me dessape. Donc si on... Voilà, alors je te dis tu, on va parce que je suis plus vieille, parce que j'ai l'impression qu'il faut en finir aussi avec quelques codes que moi j'ai jamais eu beaucoup, donc voilà. Quand tu parles des banlieues, moi je suis un peu inquiète dans la manière dont on en parle. C'est-à-dire il faudrait que nous, la République, nous allions apporter comment sont-on les Français allaient dans les colonies, les catholiques allaient voir les sauvages. La bonne opinion, je sais que tu n'as pas dit ça, je caricature, mais attention quand même, de décoloniser nos pensées. Moi, je pense que ça doit être un échange. Parfois, il y a des gens qui sont venus ici au nom des banlieues et qui ont apporté beaucoup à la réflexion des gens qui étaient ici. Et je pense qu'effectivement, moi, parfois, parce qu'il y a des raisons à un moment donné intrinsèques au mouvement, je vais peut-être aller à Montreuil parce que j'y travaille souvent. Mais je ne vais pas aller, sauf si on vient me chercher et que j'y trouve une... Enfin, voilà, attention. Parce qu'il se passe plein de trucs en banlieue et dans les quartiers. Ils ne nous ont pas attendus. Et moi, je me souviens quand même de 2005, où là, on s'en est bien foutu. Et on n'y est pas allé castagner, là. On les a bien laissés. Et moi, je ne m'en suis pas remis de ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je foutais en 2005? Qu'est-ce qui m'a pris? Je sais que dans le discours, j'étais pas dans... mais c'était que du discours, que de la pensée. J'y étais pas. Voilà, donc attention, comment on va construire ce mouvement? Parce qu'il y a les banlieues, mais il y a aussi les régions. Il y a des tas de petits villages aujourd'hui, et de villes moyennes et grandes villes ailleurs qu'à Paris. Et il y a d'autres quartiers dans Paris d'ailleurs, qui font leur nuit debout. Alors, voilà, moi j'ai appris qu'à Fécamp, ils le font tous les 15 jours. Bon, c'est leur... il faut qu'on s'autonomise.
pour ne pas être justement une élite éclairée. Tu as raison de refuser ça ou de le craindre. Et l'autonomie, c'est difficile, parce que ça fait peur. Parce que, comme disait le camarade de Forcalquier, il faut s'impliquer. Et on n'est pas habitué, parce que le capitalisme, au contraire, nous a dépossédés de tous nos savoir-faire. Moi, alors, pardon pour ceux qui ne mangent plus de viande, moi je suis en conversion, mais je ne sais pas tuer un poulet, pourtant j'aime manger du poulet, d'accord? Je ne sais plus laver les morts quand quelqu'un meurt chez moi. Je ne sais plus faire naître éventuellement l'enfant de ma voisine. Je ne sais plus parfois pour certains cuisiner. Je ne sais plus. Il y a plein de choses que j'ai besoin d'un spécialiste. Pour plein de choses, mais c'est dingue quoi. Maintenant on a aussi des chiottes, tu parles des chiottes sèches, des chiottes chauffantes et qui te lavent le derrière quoi. Parce qu'on ne sait plus se torcher, non mais je rêve quoi. Mais du coup, on devient très peureux. Peureux de l'autonomie, peureux de la liberté. Peureux, voyez, on est perdu. On ne sait plus rien faire, on ne sait plus coudre. Enfin, moi en tout cas je ne sais pas coudre. Puisqu'en GC c'est vrai que je ne suis pas douée, mais bon, voilà, on ne sait plus rien faire. On ne peut plus changer sur notre bagnole un rétroviseur. Il faut aller forcément chez un garagiste parce que maintenant tout est intégré, je ne sais pas quoi, ça coûte. Voilà, on n'est plus autonome. Et voilà, c'est ça qu'il faut récupérer. Et les zapatistes nous apprennent ça. Enfin bon, voilà. Mais je ferai un truc sur ça et sur ces voies-là. Mais méfions-nous des élites éclairées. Et même ici, à Nuit debout, il y en a des élites éclairées. Je voulais juste revenir sur les banlieues. Parce que moi, je viens du 91, donc j'ai pas grandi en cité, mais j'ai beaucoup de potes qui viennent de là. Et en fait, ça, c'était une question qui a été soulevée dès le début de Nuit debout. Et je pense qu'il y a c'est pas un problème, mais en tout cas double différence. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une différence du langage. C'est-à-dire que nous, les mots qu'on utilise, c'est pas les mots qu'ils utilisent eux. Et il y a aussi une différence de problématique et d'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi je suis arrivé sur Paris et que j'ai vu des Parisiens qui se plaignaient de la violence policière, c'est sûr que nous, ça nous fait bien rire. C'est-à-dire que moi, je me suis déjà fait contrôler pour un sourire en coin, alors que je suis blanc. Hein, donc, j'imagine même pas ce que ça aurait été si j'avais été racisé. Donc, ça aurait, je veux dire, au final, la violence policière en banlieue, c'est vraiment tout le jour, quoi. Donc, l'état d'urgence, nous, on n'a pas attendu l'état d'urgence pour que ça soit appliqué. Et donc voilà, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a un problème d'identification au mouvement, parce que ce qu'on vit, ce que eux vivent plutôt dans les banlieues et dans les cités, c'est tellement à des milliers de lieues de ce que nous on vit sur Paris qu'on a du mal à s'imaginer. Par contre, par rapport aux émeutes qui avaient eu lieu en 2005, ce qui est très drôle, c'est que dans les médias, en fait, on a l'impression que c'était une véritable guerre civile. Alors qu'en fait, dans les faits, par exemple, j'avais vu un documentaire dernièrement qui m'avait bien fait rire. En gros, ils interrogeaient un maire où la mairie avait porté plainte contre plusieurs chaînes d'infos. Parce qu'en gros, les gens appelaient la mairie en disant « Mais attendez, je suis en train de regarder des informations là à la télévision, ça se passe dans la ville. Et quand j'ouvre la fenêtre, en fait, c'est pas la guerre civile dehors, en fait. » Et en fait, il y avait aussi, complètement ce phénomène médiatique. À savoir, on avait l'impression que les banlieues, à ce moment-là, elles étaient à feu et à sang. Hein. Alors que moi, je viens de banlieue, les émeutes, je les ai pas vues. Enfin, je veux dire, je pense que c'était quand même un truc qui était très... à des endroits très particuliers. C'est-à-dire que c'était pas non plus la guerre civile partout. Il devait y avoir des bagnoles qui ont dû cramer, mais c'était pas la guerre comme on a cru qu'elle était, quoi. Je pense vraiment quand on le voyait de l'extérieur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonjour, je voulais simplement réagir sur ce que disait la dame tout à l'heure. À un moment, vous aviez parlé de pouvoir politique. Vous avez parlé de pouvoir politique en disant que vous foutiez du pouvoir. Je suis assez d'accord avec vous, mais la jeune fille tout à l'heure, elle parlait de révolution, on parlait de gens dépolitisés. Est-ce que c'est pas justement un des moyens du capital de dépolitiser les gens afin de s'approprier un pouvoir? Et le pouvoir politique, c'est pas forcément être sous les ordres de la République, c'est le pouvoir en tant que citoyen.
le pouvoir de décider nous-mêmes quelles sont les lois qu'on voudrait, plutôt que de remettre à des maîtres qui décident pour nous de ce qui est bon. Donc je pense que la dépolitisation des jeunes, enfin de la société, est un vrai problème, et au contraire, on devrait vraiment se réapproprier ce pouvoir au sens politique le premier du terme, et pas forcément en tant que pouvoir, je vais être ministre, on s'en fout, mais le pouvoir de décision. Oui, c'est très très juste hein, ce que tu dis, et en fait, c'est vrai qu'on parle vite, parce que moi j'aime pas faire une intervention préliminaire d'une heure. C'est des questions complexes, j'ai essayé de résumer un truc irrésumable, et du coup je vais vite. Mais effectivement, quand je dis je me moque du pouvoir, je ne m'en moque pas parce que le pouvoir il ne se moque pas de moi, moi de nous. Ce que je veux dire, c'est que mon but n'est pas de prendre le pouvoir et d'y mettre à la place ce qui serait un nous pour l'instant dépossédé. Ça non. Mais en revanche, faire de l'éducation politique, expliquer les mécanismes, expliquer pourquoi, par exemple, et c'est ce qui se passe ici, moi je suis contre le vote blanc, je suis contre le fait qu'on écrive une constitution, etc. Débattre de ça, c'est faire de la politique. Donc, ce que je voulais dire par là, c'était, moi mon but n'est pas de nous mettre à la place de ceux qui y sont. Et d'ailleurs, je critique y compris les formes ici même dans Nuit debout, quand elles reprennent ce qu'elles sont censées critiquer. Par exemple, alors vous allez me dire, mais là vous êtes un peu à part sur une... Non, le tabouret je l'ai tout le temps parce que j'ai 60 ans, que depuis le 31 mars, je commençais à fatiguer, je me suis acheté le petit tabouret, donc je l'amène. Donc ça ressemble un peu à une tribune, ok, mais vous voyez qu'on a autant de temps, voire peut-être plus de temps d'échange que de la petite conférence que j'ai faite. Le copain qui a expliqué des choses passionnantes a pris presque autant de temps que moi tout à l'heure. Et c'est très bien. Et c'est très bien. En revanche, il y a des gens qui ici sont tentés parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Il y a plein de raisons. Il y a des raisons sympathiques et des raisons qui le sont moins. De reproduire le modèle qu'ils contestent. Des meetings. Quand on invite des gens connus, type l'autre jour, je suis partie en vrille, il y en a qui ont dû me voir, contre mon secrétaire général et contre la manière dont on le recevait, à savoir le secrétaire général de la CGT, Martinez, parce que tout à coup, parce qu'on avait un chef, moi je fais exprès de l'appeler chef, comme ça on comprend. Quand on a un chef qui s'appelle Lordon, Ruffin, Martinez, qui vous voulez là, les chefs, et bien tout d'un coup, l'assistance est différente. Il n'y a plus les questions libres, on ne s'inscrit plus, on fait passer des papiers avec des questions écrites triées derrière. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Mais non, mais ça va pas, non? On est ici avec eux, un peu grâce à eux au début, ils ont donné une impulsion, pour foutre en l'air des modèles et on les reproduit pour se mettre à la place. En fait, on garde les tribunes, on veut juste changer les gens qui sont aux tribunes, mais ça va pas du tout. Mais ça va pas du tout. Et moi qui travaille à France Culture, il y a plein de gens qui me disent « Mais tu amènes un AGRA, vous avez l'appareil pour enregistrer, tu fais des documentaires. » Mais j'ai dit « Mais surtout pas. Moi, je suis là pour vivre ce mouvement. Je suis pas là pour bosser. Et mon rapport aux gens serait complètement différent si j'étais avec un micro, si j'avais dans la tête de produire une émission pour ma radio. Mais non, mais ça va pas, non? Mais non, je bosse pas. Alors, dans les voies, pour essayer... On revient à la question de monsieur, la première, là, que tu posais. Dans les voies, il y a ça, c'est se défaire, se déprendre du travail. Pour ça, il faut créer des solidarités, parce que il faut survivre quand même. Donc, il faut apprendre à créer des réseaux parallèles qui nous permettent de diminuer le temps de travail, se mettre à mi-temps, dans les couples, dans les... Enfin, il y a plein de moyens, là. On ne va pas les faire tous, hein, parce que notre copain nous en a dit beaucoup. Il y en a plein. Mais en même temps, il faut que ça soit pensé et partagé dans un projet politique que j'appelle révolution. Je réponds un peu plus à toi. Révolution au sens de la fin du capitalisme, qui ne mourra pas tout seul. Je suis d'accord avec Antoine. Malgré ce que dit Marx, ça prendrait un temps fou et ils ont encore beaucoup de capacités pour bien nous asservir, nous tuer et faire d'autres guerres et mondialiser, parce que si on affame moins ici, on affame encore plus en Afrique ou ailleurs. Donc effectivement, il faut accélérer la mort du capitalisme.
ces contradictions ne suffiront pas. Et en tout cas, ça irait pas assez vite, au pire. Donc voilà. La révolution en ce sens-là, c'est-à-dire on change complètement de régime, on n'adapte pas. C'est pour ça que moi, la loi El Khomri ne me convient pas. Moi, quand je faisais du capitalisme, du syndicalisme, mais oui, parce que c'est un beau lapsus. La fatigue et les lapsus, c'est génial parce que ça éclaire les choses. Le syndicalisme aujourd'hui est un complice du capitalisme. Alors je vais en choquer beaucoup et je suis à la CGT. Et j'ai eu des responsabilités à la CGT. Je n'en ai plus, j'ai démissionné de tous mes mandats. Quand j'ai compris, je l'ai compris il y a longtemps, j'ai souffert, et j'ai démissionné à la dernière grève l'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, pendant un mois, à Radio France, nous avons fait une grève. Et encore une fois, j'ai été trahi par mon syndicat. Et là, j'ai dit, c'est bon, quoi. C'est bon. Je deviens complice à ce moment-là, si je continue. Pourquoi? Parce que regardez les caisses des intermittents, on est dans une lutte assez importante depuis des années. Pourquoi la CFDT, qui est un syndicat ici, le sujet du coup c'est la partidaire en fait. Mais parce qu'elle co-gère la caisse. C'est-à-dire que tout ce qui a été un acquis du mouvement ouvrier, il y a longtemps, les présences en CE, en CCE, les délégués du personnel, ils sont utiles au jour le jour dans la... Il faut le faire le boulot, pour aider les gens chaque jour dans le boulot, quand ils sont humiliés, mis en danger, pas payés, etc. Mais il ne faut pas croire que ça suffit. On ne fera pas la révolution avec ça, on maintient juste le système à flot. Moi, ça ne me va pas, je ne fais pas du syndicalisme pour tenir le système à flot. Et les travailleurs capables de travailler encore plus pour produire pour les capitalistes. Je fais ça parce qu'il faut le faire. C'est comme quand on donne une pièce à la petite Rome qui vient, elle n'attend pas la révolution pour bouffer. Donc on ne va pas lui faire un cours sur Marx, là, quand elle demande de quoi manger. On lui donne, si on peut, quelque chose pour qu'elle mange, tout de suite. Mais, en même temps, ou alors c'est nul, on travaille à changer, à révolutionner cette société. Il faut tenir ces deux bouts-là, et c'est compliqué. Mais il faut qu'on en soit insomniaque de cette histoire-là. Parce que si on n'est que sur un pan, syndicaliste, charitable chrétien, d'autres religions, charitable laïque, je sais pas moi, le secours populaire, mais c'est devenu une catastrophe. On gère la misère. Si on aide les misérables, les gens qui ont besoin, en faisant de la politique, au sens avec un grand P, comme le disait le camarade tout à l'heure qui est parti là, c'est-à-dire en politisant, en faisant ce qu'on fait là, de l'éducation populaire, etc. Ok, mais si on fait que de l'aide, de la solidarité, de la charité, de je sais pas quoi, ou du syndicalisme, sans se préoccuper de ce qu'on produit, comment on le produit, comment on a servi ailleurs pendant que nous on produit ici, on détruit en Afrique ou ailleurs, etc. Si on ne se pose pas ces questions-là au cœur même de notre activité syndicale, nous sommes des complices qui maintiennent le système capitaliste. Et ça, je ne le veux pas. Je ne le veux pas pour moi, je ne le veux pas pour nous. Vous voyez, mais c'est compliqué. Alors moi, je voulais juste revenir sur des mots qui ont été prononcés. On entend beaucoup de mots ici. Je crois que les gens ne se rendent pas compte souvent des mots qu'ils utilisent. On entend les mots dictature, on entend les mots... je crois que les gens qui utilisent ces mots ne savent pas ce que c'est une dictature. Ils ne l'ont jamais vécu. Nous sommes libres ici de nous exprimer, chacun avec ce qu'il est, son histoire, ce qu'il a vécu. Et je crois qu'il faut faire beaucoup attention aux mots. Une dictature, c'est pas ça. Nous sommes ici, place de la République, entourés de CRS, mais nous parlons. Personne ne nous tire d'ici. Merci bien. Merci. Je veux réagir à l'intervention du monsieur. Donc, la liberté, nous sommes en pleine liberté, d'accord. Mais n'oublions pas, la dictature existe, même dans les démocraties. Sinon, il y a la dictature du capital que nous vivons maintenant. Et à propos du capital, je crois qu'il agonise en ce moment, partout dans le monde. S'il n'est pas mort, on ne veut pas annoncer sa mort, mais il agonise. Même si on annonce sa mort, on ne voudra pas l'enterrer rapidement. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, camarade.
j'entends, hein, je ne sais pas quelle dictature tu as vécu, mais je partage tout à fait. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des dictatures qui assassinent plus directement, plus visiblement. Moi, j'ai été, par exemple, au Chili pendant la dictature de Pinochet, j'ai vu ce que c'était. J'ai vu d'ailleurs, entre parenthèses, des sœurs, des religieuses et des religieux prendre les armes contre eux. Vous imaginez, ça a été une blessure qui ne les ont jamais quittés. Même certains sont morts, comme le père Jarlan au Chili. Donc, bien sûr que... mais en même temps, il y a une dictature. Il y a des morts aussi. Des morts de basse intensité. Enfin, c'est une dictature de basse intensité, si j'ose dire. Comme il y a des... On est en guerre de basse intensité. Mais tout est là, et on le voit quand même avec la répression policière. Hier soir à Toulouse, j'ai un copain qui s'est fait, ils occupaient McDo, place du Capitole, qui s'est fait tabasser et qui est parti à l'hôpital par un CRS alors qu'ils étaient en train d'être assis dans le McDo et de lancer des confettis. Ça ressemble beaucoup aux dictatures. L'appareil policier et militaire est prêt. Donc voilà, après c'est des degrés, je suis d'accord. Mais la liberté de parole n'est pas tout. Et je vais vous dire, la liberté de la parole, on est en train de la prendre aujourd'hui beaucoup plus, parce qu'on ne l'a pas tant que ça. Et au niveau de toute la nation, on ne l'a pas tellement, parce qu'on n'est quand même pas très nombreux, comme disait mademoiselle ici. Et même ce peu de liberté, parce que c'est ça qui nous reproche, hein, c'est ça qui leur fait peur, c'est qu'on se parle. Et la liberté de parole que nous avons pris contre eux, sans leur télé, sans leur radio, sans leurs médiums, sans leurs enseignants, je n'ai rien contre les enseignants, sans leur, etc., c'est-à-dire nous-mêmes, eh bien ça, ils n'en veulent pas. Il y a de la censure aussi, qui est moins visible, il y a beaucoup d'autocensure. Ce qu'on fait, le sort qu'on fait aux migrants, etc., on n'est pas dans une vraie démocratie. Enfin, de toute façon, ça serait une autre conférence sur la démocratie, parce qu'il est tellement une valise. Ouais, c'est juste pour aller un peu dans ce sens-là, il faut faire attention à pas avoir deux catégories bien précises entre dictature et autoritarisme, je pense. Parce qu'il y a des pendants démocratiques dans des pays pensés autoritaires, et il y a des pendants autoritaires dans des pays pensés dictatoriaux. Donc c'est pas deux catégories ultra... J'ai dit quoi ? Ah oui, démocratique, pardon. Nouveau lapsus. Non, je pense qu'il faut pas avoir deux catégories bien ciblées, parce que ce n'est pas le cas, et c'est très souvent pas le cas. Du coup, mon voisin disait ouais, pas de nivellement par le bas. Je pense qu'il ne s'agit pas non plus de dire voilà, on se révolte parce qu'on souffre. Enfin, on ne peut pas faire d'échelonnage, tu vois, des souffrances. Il y a des pays où oui, les gens ils meurent, et c'est beaucoup plus dur pour eux de faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, si justement on a cette liberté de parler, il faut qu'on en profite pour faire mieux. En fait, c'est pas une raison, c'est pas parce que ça va plus mal ailleurs qu'ici il faut qu'on soit content de ce qu'on est, tu vois. Je pense que c'est des fausses excuses, et qu'au contraire, si on veut même être en capacité d'aider ailleurs, à un moment il faut nous aider soi-même, tu vois. Il faut faire mieux ici, là où on vit, parce que nous on vit là. Et si on cherche pas à améliorer les choses ici, bah mais putain, on est qui, tu vois? Qu'est-ce qu'on fout là si on veut pas faire mieux? C'est pas parce que c'est moins bien ailleurs, tu vois. Et je pense qu'en faisant mieux ici, on va aussi arrêter, nous, d'être responsables d'une manière indirecte du pire ailleurs. Parce que nos systèmes, nos régimes, je veux dire, je sais pas de quelle dictature tu parles, mais on peut parler de beaucoup de dictatures. Ils les cautionnent. C'est-à-dire, ils travaillent avec elles, avec ces dictatures, avec ces gens qui tuent leur peuple. Donc, aujourd'hui, notre régime ne nous tue pas, mais notre système nous tue. Et puis, petite précision aussi, la violence n'est pas que physique. Il y a énormément de violence symbolique aussi qui existe. Et judiciaire, la présence de policiers autour d'une place, c'est aussi un marqueur de violence symbolique. Et voilà, ça impose quelque chose et ça reflète quelque chose d'un certain type. On a des prisonniers politiques en France. Bonjour, je voudrais reprendre à partir de ce que je viens d'entendre et introduire deux choses. Par rapport à ce que j'entends sur les syndicats, alors moi effectivement j'ai mené la même critique des syndicats depuis que je suis dans le travail, je l'ai quitté, mais en même temps,
comment dire, je ne suis pas en accord avec des discours qui seraient anti. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec le discours anti-syndical, je ne suis pas d'accord avec le discours anti-intellectuel, anti-élite, etc. Non pas parce que je ne critique pas les dérives de certains intellectuels, des prises de pouvoir symboliques ou réelles, etc. Mais parce que, dans mon expérience de vie, je me suis rendu compte que dans les milieux les plus libertaires, les plus émancipés, dès qu'il y a de l'organisation qui s'institue, il y a production de pouvoir. Et que le problème, ce sont les contre-pouvoirs qu'on est en mesure ou pas de construire. Donc, aujourd'hui, on sent bien qu'on arrive au bout de quelque chose en termes d'organisation instituée. Les syndicats, les partis, ce qui donne ce sentiment de discours un peu vain, collaborationniste par rapport à ce que l'on dénonce profondément, c'est-à-dire le devenir du néolibéralisme, et des querelles de personnes, de pouvoir, de machin, etc. Par exemple, j'ai été je suis un peu choquée sur le plan politique, c'est pas du tout de l'affect. Lorsque j'entends qu'on remet à sa place Ruffin, Lordon, un tel ou un tel, voire Martinez, je m'en fiche un peu, mais le problème, ce n'est pas les gens, c'est ce que nous tous, nous produisons dès que nous sommes dans une organisation. Et ça, c'est vieux comme le monde. Il ne faudrait pas croire que ça s'est inventé aujourd'hui. Les plus belles organisations, je me souviens, dans les années 70, j'étais encore très très jeune, je me suis beaucoup intéressée au mouvement, par exemple, de l'antipsychiatrie. C'était extraordinaire, puisqu'il y avait tout d'un coup un renversement de vision, et on mettait les soignés et les soignants à égalité dans un processus de savoir collectif et de construction. Mais tout ça, ça s'est perdu dans les sables, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les êtres humains sont ce qu'ils sont, et que, ici, nous tous, en situation d'organisation, on va peut-être de temps en temps en rabattre pour donner raison à Jojo parce qu'on pense qu'il nous représente, etc., etc. Et que petit à petit, ça s'agrège et ça constitue des pouvoirs assis et qui deviennent rassis. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce que nous vivons, c'est le résultat d'un processus historique et social de longue haleine. Et que si aujourd'hui, pour moi, la loi El Khomri et le combat contre cette loi me paraît important, non pas parce que je me contenterais qu'on enlève cette loi, mais parce que j'ai toujours vu que des mouvements sociaux ne se régénèrent et ne retrouvent leur énergie qu'à partir de succès. Et donc, je trouve que c'est pas mal d'avoir aussi des objectifs de courte vue pour construire quelque chose qui porte l'enthousiasme collectif. Et enfin, pour terminer, la grosse question, c'est celle de l'organisation. Alors là, on va peut-être pas réinventer tout depuis l'un des zéros à chaque fois. C'est pour ça que je reviens aux syndicats, aux partis, etc. Et tout à l'heure, madame disait, je ne sais plus faire, enfin on ne sait plus faire ceci, cela. C'est la question aussi de la transmission. Donc il y a des vieux qui savent, qui peuvent nous dire, il y a des jeunes qui savent, qui peuvent nous dire, et tout ça, il n'y a pas blanc et noir, il y a du processus. Bonjour, déjà merci à tout le monde pour exprimer les idées, que ça continue encore et encore. Je crois que c'est un beau début et enfin on va y arriver tous ensemble et c'est chouette. Donc c'est super. Ton dernier point, c'est ce sur quoi je voulais rebondir, le mouvement zapatiste et le fait qu'on sache plus rien faire. Alors moi, j'arrive de la campagne ardéchoise en fait. Je pars à Notre-Dame-des-Landes leur monter un gros paquet de graines pour qu'ils puissent faire des légumes et être autonomes en alimentaire. Moi, c'est ce que je fais tous les jours depuis 2 ans dans ma colocation. On fait nos fromages de chèvre, fromage de brebis, viande, œufs, légumes. On essaye de sortir au maximum du système comme on peut. Ça, c'est notre combat à nous. Le fait est que dans les villes et dans les campagnes, bon,
on a chacun nos modes de fonctionnement, que si moi je suis passée, c'est aussi pour faire le lien entre tout ça, parce que je pense qu'on s'est un peu trop éloigné, la campagne et la ville, et que les uns comme les autres, on a plein de choses à s'apporter. Et par exemple, j'ai quand même une petite ville, pas très loin de chez moi, où on doit être 15-20 000, quelque chose comme ça, et où en fait, de plus en plus se mettent en place les jardins spontanés. Tu parlais de libérer du temps de travail il n'y a pas longtemps. Libérer du temps de travail, ça peut permettre à tout le monde d'aller mettre les mains dans la terre, de planter des graines et de se faire à manger. Paris, elle a une autonomie alimentaire de à peu près 3 jours. N'imaginons pas le désastre que ce serait si on bloquait la capitale pendant une semaine. Les gens les gens, je pense, un petit peu plus à l'écart. Bon, en tout cas, moi, c'est le but. Quand je fais à manger, c'est aussi en prévision de peut-être un jour, si vous avez besoin de vous réfugier à la montagne et qu'on doive se cacher et prendre réellement les armes et tout ça. Et voilà, enfin, c'était pour faire passer le message de... Il y a des associations de graines anciennes. Moi, je veux bien de vous donner des contacts, on peut échanger. Je trouve ça hyper important qu'il y ait un fil d'or qui passe entre la ville et la campagne. Et commencer même dans vos jardinières, à vos balcons, à mettre des légumes, à se faire à manger. Il y en a marre aussi de faire des caprices de je veux manger de la fraise au mois de décembre, je veux manger de l'ananas alors que dans mon pays ça ne pousse pas. Bon, alors moi la première, j'adore le café, mais le café, en grande partie, moi j'ai été en Amérique du Sud. Ils en produisent énormément, ils boivent du Nescafé soluble dégueulasse, la quinoa c'est un gros fléau, n'en parlons pas, et ce genre de choses. Et il y a un moment, je pense que changer local mais en gardant une vision globale, c'est aussi très important, parce qu'en fait on n'est pas qu'une France, on est un monde entier, on est des êtres humains et des terriens, et finalement je pense pas que ce soit la politique et les lois et ce genre de choses qu'il faille combattre, mais plutôt protéger notre terre parce que c'est elle qui nous le rend bien et qui nous donne plein d'amour. Et je veux vous aider. Alors avant de... je sais pas, moi je ne suis pas pour conclure, j'ai toute la nuit donc c'est bon. Mais je voudrais quand même répondre, bon d'abord dire merci à la dernière intervenante parce que moi j'espère que tu viendras le jour où, si tu es encore à Paris, je vais faire le truc sur les apatistes. Parce que, voilà, moi je suis de la montagne aussi, d'un petit village à 1200 mètres en Ariège, et j'ai acheté une cuisinière à bois pour arrêter avec le chauffage à électricité, etc. Et quand j'ai fait appel à un artisan pour me vendre la cuisinière à bois, pendant plus d'1 heure, il revenait toujours « Non, mais écoutez, mais là, on a des poils à granuler. » Je dis « Mais on dirait des croquettes pour chat ou pour chien. Qu'est-ce que c'est ce truc? Moi, je vais être autonome, tout ça. » Je ne lui disais pas ça au début. Non, non, je veux dire, cuisinière à bois, je peux mettre du bois que je trouve là, autour, tout ça. Et puis, jamais j'arrivais à le convaincre. Alors, ça m'amuse parce que c'est exactement ce que tu dis. Puis, au bout d'un moment, il me gonflait sérieusement. Je dis, écoutez, voilà, vous savez pourquoi je veux une cuisinière à bois et pas à granulé? Le granulé, il faut que je l'achète à une industrie, il faut des camions pour me l'amener, il me faut une carte bleue pour le payer. C'est parce que moi, je pense qu'on va faire la révolution, qu'on va se planquer ici, notamment, bon, c'est un petit village, mais ça fait un peu de place, et que je ne vais pas avoir de carte bleue, je ne vais pas, et qu'il va falloir que je me chauffe et que je cuisine avec du feu, et ma cuisinière à bois, c'est bon. Et là, il m'a regardé, il a fait 2 minutes de silence, vraiment, et moi j'attendais, il m'a dit, bon d'accord, je vous montre le catalogue des cuisinières à bois. Bon, je ne sais pas s'il est allé me dénoncer à la police, ou s'il s'est dit, elle est folle, et bon, voilà. Mais, voilà. Alors, non, c'est une plaisanterie, mais à peine. Alors, pour répondre sérieusement à madame, que j'ai écoutée sérieusement, quand je fais la critique, je suis encore adhérente à la CGT. Quand je fais la critique des syndicats ou des partis politiques, c'est vrai que moi, je préfère dire plutôt qu'organisation, parce qu'on peut s'organiser autrement qu'à travers des appareils. Moi, je fais la critique des appareils. Or, les appareils, ils n'ont comme objectif que leur propre survie. En tant qu'appareil, pour servir un certain nombre d'individus qui ont trouvé leur place. Parfois pour leur ego, parfois parce qu'ils ne savent plus faire autrement. Plein de raisons là aussi, bonnes ou moins bonnes. Quand je parle des intellectuels, je dis, moi, au contraire, j'arrête pas de bosser. Moi, j'ai même dit mon admiration et mon petit complexe que je suis en train de soigner en vieillissant
vis-à-vis des gens qui sont des intellectuels. Donc je ne fais pas la critique des intellectuels de manière bête et générale. Je dis qu'il y a des intellectuels complices, au-delà de ceux qui sont autoproclamés, mais par conviction, je pense, je leur prête ça, d'un monde que je ne veux pas. Donc je me permets, et j'ose, les désigner et les combattre. En ce qui concerne ceux qui sont dans notre camp, les Ruffins, etc., qu'on a cités, c'est différent. Mais ici même, il y a des tentatives de constitution d'appareils légers pour l'instant, malhabiles, parce que peut-être on n'a pas encore le courage de faire autrement. Je ne dis pas que c'est forcément pervers pour prendre le pouvoir. C'est parce qu'on est dans des rails et que ça prend du temps de sortir des rails. Mais je dis que c'est de notre devoir d'être vigilant là-dessus et de débattre. Et que parfois, les appareils portent des responsabilités particulières par ceux qui les dirigent, les Martinez et autres, les appareils politiques, et qu'il faut les dénoncer. Parce que si on ne les dénonce pas, on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Donc il faut parler avec eux, discuter, débattre, mais on est bien obligé à un moment donné de donner des noms. Et moi j'aimais beaucoup Bourdieu, mais aussi Marc Bloch pour ça. Parce qu'il disait que ce qu'on appelle la désignation, enfin la condamnation ad nominem, avec ce mot latin, c'est-à-dire que parlons des partis, mais disons pas ces collègues papiers. Je veux dire, quand on critique l'Europe, qui c'est qui a écrit le traité européen? C'est Guy, c'est Delors. C'est pas la planète, c'est pas des Martiens de Mars qui sont venus l'écrire. C'est pas produit en l'air dans une bulle. C'est des gens qui écrivent, qui pensent, qui portent, qui défendent. Ces gens-là, il faut donner leur nom. Moi, je suis contre le fait, ils sont des personnages publics, ils empiètent, ils mettent le pied sur nos vies, et il faudrait faire semblant d'être poli et de ne pas donner leur nom. Mais moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord. Bon, c'est ce que j'ai compris. D'accord. Alors, la loi El Khomri, pardon, hein, je voudrais reprendre la parole. La loi El Khomri, c'est toujours rester dans l'agenda du pouvoir que l'on combat. C'est leur agenda, c'est pas le nôtre. Bien sûr que je suis pour la combattre, et je fais toutes les manifs, et je crie les slogans, et je suis allée même hier matin devant l'Assemblée. J'attends que vous ayez fini parce que je vous réponds. Non, et je milite contre. Et hier matin encore, même si je m'en voulais un peu parce que c'était une drôle de truc, j'étais devant l'Assemblée nationale et je criais les slogans contre. Donc, oui. Mais trop revenir après un mois de nuit debout partout en France, recentrer sur la loi El Khomri, c'est un recul pour moi. Et c'est un danger. C'est le danger que si on perd, et on risque de perdre, on rentre à la maison, on est désespéré. Si on gagne, on ne va pas au-delà. C'est un risque. Je ne dis pas, ça peut nous donner de l'enthousiasme. Mais on a gagné pour le CPE, on n'a pas fait la révolution après. Hein. Et on est rentré à la maison. Donc, oui, je crois qu'il faut faire attention de ne pas être dans l'agenda, ce que j'appelle l'agenda du pouvoir, d'en tenir compte, de combattre, mais d'avoir notre propre agenda, avec notre propre temporalité, avec nos propres revendications, avec nos propres moyens de lutte. Et ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne lutte pas avec d'autres organisations qui luttent autrement que nous. Les syndicats, les associations, les je ne sais quoi. Non, bien sûr. Et puis les individus. Donc, je ne fais pas des condamnations. Vous disiez, j'aime pas les condamnations comme ça. Je ne fais pas des condamnations globalisantes. Mais je dis les noms des gens pour expliquer les processus. Or, il nous faudrait beaucoup de temps pour voir comment les acquis
des luttes ouvrières qui ont créé les syndicats et puis les instances dans les entreprises se retournent aujourd'hui contre nous et contre les syndicats eux-mêmes. J'ai été élue au CE de Radio France, je peux vous dire qu'on ne vote que pour avis, on y passe un temps fou, parce que les patrons, ils ont plein de gens bien expérimentés pour tenir les réunions. Nous, il faut travailler, éventuellement demander à des experts, et du temps on ne milite pas, et du temps on ne pense pas sur nos questions à nous. On est sur leur agenda, et pour avis. C'est-à-dire qu'on vote pour ou contre, ils s'en foutent, ça passe quand même. Aujourd'hui, on en est là. Il n'y a que le CHSCT qui a un petit pouvoir, et encore, de droit de retrait, quand vraiment les gens sont en danger. Vous voyez que c'est limité. Hein, voilà, mais c'est fini. Et même ça, ils n'en veulent pas, puisque dans la loi El Khomri, justement, ils veulent encore abaisser ces acquis-là. Pour les raisons qu'on a vues au début de la conférence, qui sont liées au travail. Lequel travail, je résume pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le cœur du capitalisme, puisque c'est lui qui va produire du travail, du surtravail, du travail non payé, qui va produire la valeur et de la survaleur, et qui est le propre du capitalisme. Donc si on arrête de travailler, je n'ai pas parlé d'activité, travail salarié, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le travail, et pas l'activité. Si on arrête de travailler, en tant que salarié, on tue la bête. Ça c'est clair, c'est son cœur. Mais le monsieur disait très justement, c'était le premier à faire une intervention, de dire mais comment on y arrive? Et c'est ce chemin-là que nous sommes en train de chercher, chacun à sa manière, chacun avec sa culture, chacun de la ville ou de la campagne, des pays riches ou des pays plus pauvres. Les apatistes ont trouvé le leur et ils ne veulent pas être modèles, et je ne les prends pas pour modèles, mais ils nous inspirent beaucoup. Et il y a d'autres modèles. Donc la commune avait tenté autre chose. On va dire que les apatistes, c'est une commune qui dure depuis 21 ans. C'est pas mal quand même, à côté de 72 jours. C'est un progrès. Donc j'espère que nous, on va tenir bien plus. Et qu'on va trouver Moi, j'ai pas la solution pour le coup, là. Voilà. Donc c'était bon. Après, j'ai un peu caricaturé sans doute. Je suis allée au-delà sans doute de ce que vous avez dit, et j'en suis consciente. Hein. Voilà, mais c'était pas pour polémiquer, c'était aussi parce que j'ai entendu ce genre de reproches, pas que vous m'avez fait, mais au-delà de ce que vous avez dit, et que j'en profite pour y répondre là. Quoi. Voilà. Juste un mot. J'attache beaucoup de prix à la notion de contradiction. Parce qu'en fait, la contradiction est tout le temps. Et donc, tout le temps. Jamais le perdre de vue, y compris avec nous-mêmes. Y compris avec nous-mêmes, y compris avec nos camarades ici, qu'il ne faut pas mettre en idole. Attention, c'est peut-être pas eux qui le demandent d'ailleurs, c'est de notre faute. On a tous des idoles, hein? Et là, de toute façon, on est plus intelligents à nous tous que tout seul, et c'est sûr qu'on va la trouver ensemble. Mais je pense qu'elle sera très locale. C'est-à-dire, je ne crois pas que... Alors là, il faudrait une autre conférence, et il y aura d'autres contradictions. Je pense que le côté centralisé, national, machin, etc., c'est compliqué. Donc, il va falloir... Comme les communes de Paris, je dis les communes, parce qu'on dit la commune de Paris, chaque arrondissement avait sa commune. Eh bien, il va falloir qu'on fasse chacun, ce qu'on a commencé à faire, notre nuit debout, et nous allons trouver les chemins. Par contre, il va falloir un horizon commun. Ça, c'est à construire. Moi, je propose, et j'espère qu'on est les plus nombreux pour ça, détruire le capitalisme. Maintenant, il y a peut-être des gens qui ne souhaitent pas ça ici. Et là, à un moment donné, nos chemins seront différents parce que nous n'aurons pas le même horizon. Mais avec ceux avec qui nous avons le même horizon, nous prendrons peut-être quand même des chemins différents pour y aller. C'est pas trop confus ce que je dis? Voilà. Alors, est-ce que vous voulez qu'on arrête et que je lise la conclusion en conclusion, la fin de Crisis, le manifeste contre le travail, qui est un pamphlet, je le rappelle, donc il y va à la hache. Du coup, oui, par rapport à ce que vous disiez, c'est clair que tu parlais de ça aussi, de détruire le capitalisme, mais là c'est détruire un système. Mais quand on veut prendre un pouvoir, donc, enfin, quand on veut faire tomber des gens d'un pouvoir et qu'on remplace ce pouvoir par un nouveau pouvoir, c'est une classique. Tu parlais de ce que vous aviez créé avec cette anti-psychanalyse.
Psychiatrie, c'était psychiatrie. L'antipsychiatrie, mais en fait, t'as des gens qui sont actifs et il y a des trucs institués. Bien sûr, tu casses le truc institué en disant c'est pas eux qui ont raison, c'est nous, et puis après c'est vous qui avez raison, donc du coup c'est vous qui allez être cassés, tu vois, et ainsi de suite. Donc des gens, quand on cherche à prendre la place, bah, forcément ça va se répéter. Tu parlais de rentrer dans le local, en fait. Le local, c'est pas du tout perdre de vue le global. C'est au contraire, en fait, c'est à recentrer sur les priorités. Il parlait des banlieues tout à l'heure, c'est clair et net que moi qui ai grandi à Montmartre, là, tu vois, et quelqu'un qui a grandi dans les Yvelines, on va pas du tout avoir les mêmes besoins. En fait, les gens qui vivent ensemble, il faut qu'ensemble, ils arrivent à parler et à se dire de quoi on a besoin, voilà comment on le fait et comment on le fait pour faire de manière non salariée, en fait. C'est-à-dire comment on se réunit ensemble pour produire un truc pour nous ici, pour tout le monde. Et après, comment on met ça en réseau? Comment on met ça en réseau? Comment est-ce que les gens ils peuvent parler de leurs écueils? Voilà, nous on n'a pas réussi à faire ça parce que ça, mais voilà, on a réussi finalement comme ça. Tu vois, pour faciliter tout ça en fait. Et je pense que la construction d'un truc meilleur, c'est dire voilà, tu parlais des anciens et tout qui sont dans leur truc. Non mais je suis d'accord, je critique pas le savoir des anciens. Simplement, c'est un des arguments qu'ils avançaient. Enfin, qui disent non mais il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils font de la politique, ils ont leur expérience annuelle. Oui certes, mais ça fait 40 ans qu'ils font de la politique. Une politique qui date déjà de celle qu'ils ont été de leur père, donc d'il y a ça. Tu vois, 60 ans, parce qu'ils ont appris des choses, etc. Il faut aussi renouveler, il faut qu'on apprenne. Tu parlais de s'inspirer des Havas, c'est très bien. Mais en fait, ici c'est un mouvement. Pourquoi en fait? Il faut que l'esprit du mouvement sorte d'ici et serve à quelque chose. Il faut qu'on crée nous-mêmes nos trucs. Il faut que chacun localement après ait l'esprit de ce mouvement qui, à mon sens, est simplement l'envie de créer quelque chose ensemble. Et que chacun retrouve cet esprit partout. On fait ensemble et on se réimplique. Et la difficulté évoquée de base, c'est de mobiliser les gens. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de mobiliser les gens que de leur dire venez, on fait un truc ensemble ici pour nous. Voilà. Et la loi El Khomri, bon bah c'est très bien. Mais t'as regardé les débats un petit peu hier? Non mais j'ai regardé, en vrai c'est pas dans nos mains. Ils s'en foutent, et même les députés, ils savent qu'il manque 40 députés pour la voter pour l'instant, mais ils savent très bien que le 49-3 il peut passer. Donc voilà, ce sera peut-être même un autre ressort de mobilisation populaire, tu vois, on verra. Mais l'idée c'est que là ce qui s'est passé par rapport au CPE, par rapport à autre chose, c'est qu'il y a eu autre chose. On s'est dit venez, on s'assoit et puis on parle. Antoine, il y avait quelqu'un qui voulait parler sur... Oui, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit plusieurs fois, les anti, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Moi j'ai eu une petite expérience, je vois par exemple par rapport au théâtre d'impro, la première fois où on arrive et qu'on n'a jamais fait de théâtre d'impro, le prof il avait tout simplement marqué sur un bout de papier sur la table la fin de comment ça allait se passer. Alors on a regardé, on a fait le mec il est pas devin, il se fout de notre gueule. En un quart d'heure, tout le monde était mort. Il a retourné le papier et il avait marqué en effet, allez, lui il était plus encourageant, il était à une demi-heure, que tout le monde était mort. Et là il nous a expliqué que le mécanisme naturel, même avec la bonne volonté de tout le monde, c'est de dire non. Et tout le monde avait envie d'amener son initiative, de dire, j'en sais rien moi, ouais regarde l'éléphant rose, ah non 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 c'est une girafe bleue. Et donc du coup au bout d'un moment on n'avance plus en fait. Et malgré toute la bonne volonté du monde. Et en fait ce côté de il faut pas faire et d'être en opposition, c'est un mécanisme qui est vieux comme Hérode, mais qui pose quand même une vraie grosse problématique. Et moi c'est ce que j'aime bien au niveau des nuits debout, et ce que je pense qui est le plus dur à médiatiser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est du vent, les gens y parlent mais derrière il n'y a pas de concret. Il y a beaucoup de concrets qui sont derrière, et il y a une analogie que je trouve moi hyper importante par rapport à ça, c'est que pour dire qu'il y a une révolution, ça voudrait déjà dire qu'il y a eu un arrêt dans l'évolution. L'évolution elle s'arrête pas quoi. Il y a des prises de conscience, il y a tout ça, mais l'évolution, qu'on le veuille ou non, elle ne dépend pas de l'humain, elle dépend de rien, elle dépend d'autre chose. Donc la révolution c'est peut-être juste la prise de conscience de l'évolution ou l'acceptation de l'évolution. Et il y a un phénomène qui est historique et qui est très peu connu, en tout cas moi je le trouve. Il y a un grand lien là qui fait génération X, génération Y, génération Z. On est à la fin de l'alphabet.
Il y a un nouveau langage qui est en train de se créer. Et en fait, le langage qui lie ces trois générations, c'est le langage informatique. On parle d'opposition, mais l'informatique a témoigné d'énormément de révolutions, enfin d'alternatives en tout cas. Typiquement, on veut lutter contre le capitalisme. Bon bah là, le logiciel libre, au départ, Linux, GNU Linux, c'était un épiphénomène, personne ne voulait y croire, etc. À l'heure actuelle, c'est 95% des serveurs mondiaux. Et là, au lieu d'être en opposition avec le payant, là, on a créé du mieux. Et tout simplement, bah, du coup, on a créé un truc qui est mieux, bah, les gens ils y vont tout bêtement, quoi. C'est un peu comme la flotte, quoi. S'il y a un caillou en bas, bah, on passe à gauche, on passe à droite, et puis au bout d'un moment, ça s'infiltre, et puis on y va, quoi. Donc, ce truc d'être anti, il faut pas faire, même si c'est bien parce que ça permet de parler. C'est vrai que moi, je trouve que voilà, il y a plein d'autres choses, il y a plein de choses à faire surtout. Et au niveau structurel, parce que on parle de démocratie, on parle d'apartidaire. C'était ça qui m'avait fait donner envie de prendre le micro. Moi aussi, je suis ici alors que je fais pas partie d'un parti. On pourrait dire que j'étais apolitique, alors qu'au contraire, bien politisé, mais pas du tout en train de se reconnaître dans aucun parti. Et par exemple, il y a des clivages complètement débiles, moi je trouve, du style ah ouais, mais le chômage, c'est un truc de gauche. Mais comment on peut sortir une connerie pareille, quoi. Alors que quand on est entrepreneur, quand on est patron, quand on génère de l'emploi, on n'a pas de chômage. Alors c'est qui le défend, ça? Donc voilà, cette guerre de crèmerie entre rouge et bleu, bah, ça stérilise le débat, ça stérilise les idées, et ça empêche d'avancer parce qu'on est en opposition et on est sur le non au lieu d'être sur l'alternative. Alors, ça demande beaucoup de temps, hein, ce type de débat. Vous voyez, il faudrait. Moi, j'aurais besoin de débattre parce que, j'ai pas compris. Et donc, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prises de parole, du coup, tu interviens longtemps après à quelque chose. Alors, mais on a le temps. Plus on restera ici, à Notre-Dame debout. Notre-Dame. Non mais alors, je fais des lapsus, mais je suis très fatiguée. J'ai laissé les clés sur ma porte, je n'arrête pas, c'est terrible. Et j'adore faire des lapsus parce que ça veut dire que je suis très vivante et que je lâche prise. Il m'aura fallu 1 mois et demi presque de nuit debout pour commencer à laisser mon inconscient gambader. Donc moi je suis très heureuse quand je fais des lapsus. Alors, c'est un mélange avec Notre-Dame-des-Landes. Oui, Notre-Dame-des-Landes. Oui, j'espère que c'est pas Notre-Dame. Et puis Saint-Eustache, parce que la première action que j'ai menée, c'était à Saint-Eustache le 1er avril. C'était super. J'étais à genoux à l'église de Saint-Eustache dans le chœur. Ça m'était jamais arrivé. C'était très drôle. Alors, je vais vous lire donc la fin, parce que ça va vers, je sais pas des solutions, mais en tout cas, ça ouvre quelques portes. Donc c'est le Crisis. C'est un groupe critique de la valeur qui travaille en Allemagne. Ça s'appelle le Manifeste contre le travail. Et donc je ne redis pas ce que j'ai dit au début. Le travail n'est pas l'activité. Le travail est au cœur du capitalisme parce que c'est lui qui produit du surtravail, c'est-à-dire du travail qui ne nous est pas payé. Alors là, je résume encore plus vite que tout à l'heure. Et qui va donc produire de la valeur capitaliste et de la survaleur. Et que donc, pour arrêter ça, eh bien, il faut arrêter de travailler. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le dépassement du travail n'est pas une douce utopie. Sous sa forme actuelle, la société mondiale ne pourra pas durer encore 50 ou 100 ans. Mais que les ennemis du travail aient affaire à une idole travail, déjà cliniquement morte, ne rend pas forcément leur tâche plus facile. Il faut se défaire de cette idole du travail. Le travail serait la condition pour qu'on soit heureux, émancipé, en lien avec les autres, etc. Alors, il est impossible de se révolter contre l'expropriation des potentiels sociaux sans se trouver confronté à l'État.
Car l'État ne gère pas seulement à peu près la moitié de la richesse sociale, il garantit aussi la subordination de tous les potentiels sociaux aux impératifs de la valorisation, à travers les lois, les codes du travail, mais avec les syndicats, etc., etc. Puisque je vous rappelle, Marx dit bien qu'il faut que le travailleur soit libre de vendre sa force de travail, c'est-à-dire avec des contrats, sinon c'est l'esclavage. Et c'est intéressant, hein. Puisque la fin du travail est aussi la fin de la politique, un mouvement politique pour le dépassement du travail serait une contradiction dans les termes. Les ennemis du travail font valoir des revendications face à l'État, mais ils ne constituent pas un parti politique et ils n'en constitueront jamais un. Le but de la politique ne peut être que la conquête de l'appareil d'État pour perpétuer la société de travail. Et c'est en ça aussi que nous sommes contre l'idée du revenu à vie, revenu universel, revenu de base, etc. Les ennemis du travail ne veulent donc pas s'emparer des commandes du pouvoir, mais les détruire. Leur lutte n'est pas politique, elle est anti-politique. On n'a pas dit apolitique. Anti-politique, anti-parti, si vous voulez. Et démocratie délégataire, donc contre les élections, le vote blanc y compris. Puisqu'à l'époque moderne, l'État et la politique se confondent avec le système coercitif du travail, ils doivent disparaître avec lui. Tout le verbiage à propos d'une renaissance de la politique n'est que la tentative désespérée de ramener la critique de l'horreur économique à une action étatique positive. Mais l'auto-organisation et l'autodétermination sont le contraire même de l'État et de la politique. La conquête de libres espaces socio-économiques et culturels ne s'effectue pas par les voies détournées de la politique, voies hiérarchiques ou fausses, mais par la constitution d'une contre-société. Vraiment tout ce que je crois, je disais au début. Le dernier paragraphe, la liberté ne consiste pas à se faire broyer par le marché ni régir par l'État, mais à organiser le lien social soi-même sans l'entremise d'appareils aliénés. Partis politiques et syndicats, c'est là et certaines associations d'ailleurs. Par conséquent, les ennemis du travail ont à trouver de nouvelles formes de mouvement social et à créer des têtes de pont pour reproduire la vie au-delà du travail. Il s'agit de lier les formes d'une pratique de contre-société au refus offensif du travail. Les puissances dominantes peuvent bien nous considérer comme des fous parce que nous voulons rompre avec leur système coercitif irrationnel. Nous n'avons à y perdre que la perspective d'une catastrophe vers laquelle ils nous conduisent. Au-delà du travail, nous avons un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, finissez-en! Alors c'est un pamphlet, mais moi il m'a beaucoup aidé à réfléchir. Je mettrai aussi toute une bibliographie sur le site d'éducation populaire, quelques extraits de ce qu'on a dit ou lu ici. Je sais que c'est une position difficile à tenir, mais finalement, les idées qui changent le monde, ce sont celles qui nous bousculent, qui nous font voir autrement la réalité. Quand Galilée dit que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, l'évidence c'est que pourtant c'est ça. Eh bien il a fallu aller contre les évidences. Le travail n'est pas un bien pour nous. Le travail nous aliène et nous détruit. Et nous empêche de penser une société hors travail. Donc libérons-nous petit à petit, le plus vite possible, du travail. Ralentissons, désertons, mettons-nous à mi-temps, inventons des coopératives. Il y a plein de chemins actuels. Créons des... mais avec un projet politique, non seulement pour nous tous ici, mais mondial. Et si vous voulez, on peut rêver avec les apatistes qui sont dans le concret et qui en même temps nous aident à imaginer ce qui n'est pas encore arrivé, sans être des modèles. Je ne sais pas, on se donnera des dates, je viendrai ici si Nuit debout continue. Ce que j'espère du fond de mon cœur, il nous faut du temps pour inventer et cessons de nous
mettre la pression nous-mêmes, comme le fait le capitalisme, en mesurant le temps, en voulant aller tout de suite vers une constitution, en voulant aller tout de suite vers un projet politique, ce qui nous obligerait à avoir des représentants, de délégués, de voter. Arrêtons avec le vote. Pour l'instant, on n'en est pas à voter. Arrêtons. On en est à se parler, à réfléchir ensemble, à débattre, à la contradiction, comme disait madame, etc. À rêver, à faire la fête. Quand est-ce qu'on fait un bal ? Merci à tout le monde, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 14h. Je me rappelle plus de quoi on va parler, mais ça va être cool. On va regarder quelles heures sont dispo. Est-ce que ce sera plutôt la semaine prochaine? Bon, Bon, c'est parti un peu dans tous les sens, mais il y avait des choses intéressantes dedans. Bah si c'est de la merde, faut pas rester, hein. En même temps, si c'était de la merde, tu serais pas là, peut-être. Non, il remballe pas, non. Hop là. J'ai envie de dire un truc aussi débile que elle pue ta vie, c'est celui qui dit qui est. Allez, soyons comme à l'école, bah voilà. Comme le cul de ta mère. Et ta mère, elle est tellement grosse que ça fait une éclipse. Ah là 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 là. Oui, oui. Alors, la prochaine fois où on a de la place, c'est le mercredi prochaine. Ouais, vas-y. Alors, on a 14h, 15h, 16h. Bah, je sais pas. 16h, c'est bien. 16h? La marque de mes pompes, il n'y a pas de marque sur mes pompes. En plus, elles sont dégueu. Romain. Leclerc. On s'en fout, hein, mais... Structure du langage et structure géopolitique. Ou la virtualité et la réalité, au choix. Virtualité, réalité. Du coup, c'est possible d'avoir un phone ou un truc comme ça, parce que du coup, pour savoir où c'est à chaque fois. Là, je vais prendre ton numéro. Ouais. Je vais te l'écrire. Prenez l'autre espace. Non, pas de Je repars hein, dans 2 minutes. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi, des dirigeantes, elles n'attendent absolument plus rien. Ouais.
Je peux te l'écrire rapidement? Super. On met tous ces coordonnées-là, nous ensuite on prend ça en photo, on le met sur le Tramapad et on Je te mets juste mon phone. Mais là, ton numéro et ton adresse mail éventuellement. Désolé, excuse-moi. Ah, il écrit plus. Ça fait une éternité que je n'ai pas écrit avec un stylo plume. Normalement, on te contacte genre la veille ou confirmer quoi. Je suis désolé, là c'est compliqué. Ça va là ou pas? Ça c'est un 9. Ok, super. Bon bah super. Ok, ça roule. Bon bah merci, à bientôt. Bon alors à titre d'info, s'il y en a que ça intéresse, du coup je vais faire, je viens de me mettre là sur la liste là pour prendre la parole, du coup un peu comme là ce qui s'est passé avec la dame là. Mercredi 11 à 16h. Le sujet ce sera comment le langage, l'évolution du langage parmi les âges et l'aspect structurant du langage par rapport à l'organisation humaine et la relation entre la virtualité et la réalité. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. Il y a des moments où ça risque même d'être peut-être un peu... je vais essayer de faire au maximum un truc le plus accessible possible. Après, il y aura sûrement des moments où ça le sera un peu moins. Mais bon, j'essaierai de faire le maximum. Alors moi, au niveau des manifs, je couvre plus. Je couvre vraiment ce qui se passe au niveau de Nuit debout. C'est-à-dire tout l'aspect laboratoire justement qui génère les alternatives. Du coup, on va aller voir les commissions. Je vais aller faire un petit tour, savoir ce qui se passe, et puis on va aller se poser dans les commissions. Du coup, pour info, a priori, j'ai cru voir, mais il faudrait me le confirmer, que Flo est à l'AG. Moi, je vais aller lui dire bonjour, comme ça je vais être sûr. Et puis après, du coup, on va aller regarder à l'accueil. Comme ça, au passage, vous allez voir, si vous arrivez sur la place, je vais vous faire un peu le cursus pour savoir comment trouver les sujets qui vous intéressent, comment rentrer en interaction au niveau des débats, etc. Le processus de test va être mis en place à partir du 8. Il répond aussi à comment on fait pour les propositions. Alors, il est où notre ami Flo ? Une base plus large. Juste pour vous dire qu'on a changé de place pour ceux qui s'intéressent. De voir il est là avec son chapeau de paille. Quand vous voulez des votes plus larges pour tous les debout, ça se passe devant le métro et derrière. Excusez-moi. Bonjour, c'est juste pour vous prévenir, en fait, les personnes qui font le tour de l'AG avec une petite boîte en disant qu'ils récoltent de l'argent. Comment ça va toi? Ça va et toi? La forme? Absolument pas légitime. Bon, du coup je te renvoie les gens pour l'AG, du coup je confirme bien, il y a Flo qui est ici. Puis du coup nous on va aller voir les petites commissions à côté et les stands. Allez voilà, on va plus tard? Bah ouais, carrément. C'est aux gens qui viennent tourner en demandant bah ouais. l'argent. Voilà. Et à l'accueil aussi, merci. Excusez-moi. Alors, bon, avant de retourner à l'accueil, donc on va aller à l'accueil pour voir les commissions qui sont en cours. En attendant, j'en profite donc pour vous représenter, salut, Radio Debout, TV Debout à gauche. Allez, je vais vous le montrer un peu de plus près. Je fais un truc pour dire qu'on est à l'antenne. Et ben voilà, ça y est. Donc Radio Debout est à l'antenne, TV Debout s'installe. Voilà. La logistique, toujours au taquet.
Voilà, ça déballe. Voilà. Allez. Comment on les capte? Alors on les capte avec MixLR, c'est une application où même sur internet ça se chope. MIXLR. Et du coup, vous tapez Radio Debout, vous allez trouver. Donc là, il y a la cantine et TV Debout, c'est sur YouTube. Et de manière générale, quand vous avez des questions, il y a quand même énormément d'infos. Alors non, c'est pas MixLR comme ça, c'est MIXL comme Lucie et R comme Romain. Voilà. Donc là, il y a une autre radio qui est ouverte aussi, qui s'appelle libreatoi.org. Voilà. Alors là, il y a les féministes toutes seules, là au milieu. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Commission éducation. Ah, il est marqué éducation en gros. Bon, mais je vais revenir après. Donc voilà. Là, il y a la commission dessin. Ouais, je périscope bien ou bien? Bien. Donc voilà, commission écologie là. Merde, on est encerclé. Alors attendez, je vais faire le tour. Donc là, il y a Hôpital Debout. Voilà, là il y a plein d'enceintes, je ne sais pas ce que ça va envoyer, mais ça peut envoyer du lourd là. Voilà. Du coup, bah voilà, il y a de plus en plus de monde sur la place. Je vais vous faire une petite vue d'ensemble de la totalité. Donc voilà. Hop. Il y a du monde un peu partout. Vraiment l'esprit Nuit Debout là, plein régime, très calme, constructif. Donc voilà les programmes. Donc là on est à l'accueil. Et du coup, c'était bien votre intervention de tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, entre les... dans ce qu'Aline Paillet a dit, je suis en grande partie d'accord évidemment, mais elle parle d'un processus de civilisation. Ça... Bah justement, par rapport à ça, voilà. Si ça vous intéresse, moi je vais en parler mercredi à 16h. Mercredi prochain? Ouais. Dans une semaine? Ouais. D'accord. Sur justement les évolutions structurelles dans l'évolution. En termes de civilisation. Et ça échappe à tout le monde. Alors on voit évidemment, c'est des mouvements comme ça. Je peux vous filmer ou pas? Réflexifs. Oui. C'est Périscope, c'est pas une chaîne de télé. C'est vous Périscope? Ah, c'est pas moi, c'est une application, il y en a plein. Oui, c'est vous. Vous en faites partie. C'est moi, ça. Je suis absolument pas... Bah, c'est vachement bien, regardez, on mutualise nos yeux en direct. Ouais. Et les gens peuvent réagir en direct avec ce qu'ils voient. Donc là, il y a 137 personnes, voilà, ils like. D'accord. Et du coup, bah, ça permet de mutualiser nos yeux en direct. Voilà. Du coup, ça fait partager un petit peu aux gens qui sont à l'extérieur. Voilà. Oui, il y a pas... Non, je disais que quand on a une question de civilisation, de changement, ça a été entre les années 70 et aujourd'hui, c'est énorme le changement. Oui. Énorme. Oui, ça s'accélère. J'avais 15 ans, un peu plus, même 18. Et là, j'ai bien vu le mouvement. Et entre-temps, il y a des processus politiques qui se passent. Parce que là où on en est rendu aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que ça a commencé dans les années 74 avec Thatcher. Et donc, on fait sauter tous les services publics
tous les contrats à l'avantage du travailleur, etc. Donc ça a été décrit, la loi El Khomri, Oui, c'est un dernier point de détricotage. J'ai donné déjà. Donc, il me semble qu'il faut mener les deux. C'est tout ensemble de la lutte politique à court terme. Moi, je pense que la loi El Khomri, il ne faudrait pas qu'elle passe. Voilà. Parce que ça, pour faire ça ait de l'impact, il faut qu'il y ait des centaines de milliers de gens. Oui, c'est comme vous l'avez dit aussi, ces petites victoires, ça permet aussi tout simplement de motiver et de redonner l'espoir. Voilà, ça donne. Et puis alors, ce serait une victoire non seulement politique, mais très symbolique. Parce que la loi El Khomri, ça défait tout ce que les lois du travail ont construit depuis 1936. En même temps, ce qui est assez paradoxal au niveau de la loi El Khomri, c'est que si on regarde la croissance des indépendants, et si on regarde les intermittents, si on regarde tout ce qui est hors du salariat, tout ce que veut détruire la loi El Khomri est déjà détruit depuis des dizaines d'années dans ces secteurs-là, enfin dans ces statuts-là. Donc en fait, c'est juste une généralisation d'un truc qui existe déjà pour une bonne partie de la population déjà. Pas la majorité, mais... De mon point de vue, c'est une des choses très graves dans la loi El Khomri, c'est de vouloir remplacer les négociations de branche par les négociations interentreprises. C'est-à-dire que ça ne sera plus la loi du travail nationale qui va prévaloir, mais c'est dans chaque entreprise ce qui va se voter par référendum. Alors, pour le coup, les rapports de pouvoir au sein de l'entreprise, c'est ce que ça donne. Hein. Il y a des trucs intéressants sur la question, c'est c'est pas parfait et en plus c'est privatif et voilà. Mais il y a l'holacratie, HOLACRATIE, c'est des nouveaux modèles de management où les sociétés, le patron, en fait, quand il dit on va être en holacratie, signe une constitution dans l'entreprise. Et donc du coup, il a fait signer par les salariés. Voilà, à chaque fois. Et donc du coup, en fait, se libère d'un pouvoir et répartit du coup la charge des pouvoirs sur de manière différente, quoi. Mais du coup, il y a beaucoup de débats sur la Constitution. Il y a beaucoup ce truc entre le rapport du privé et du public. Et il y a un moment où si le micro devait fonctionner comme le macro, pourquoi pas en effet faire des constitutions à l'intérieur de chaque entreprise. Parce qu'une entreprise, pourquoi elle serait moins louable que l'État? Vu l'histoire en plus... Le problème, c'est pas qu'elle est moins louable, c'est que l'entreprise, elle arrive à un moment dans l'histoire, à un moment économique dans l'histoire, où il y a des logiques d'entreprise qui sont mises en route. Il y en a plein. Ouais. Et qu'il ne faudrait peut-être pas oublier que le droit du travail, il s'est construit justement. Alors ça ne veut pas dire que... Bon, il y a des patrons qui font du bon travail avec leur... parce qu'ils ont justement le sens de la délégation. Mais structurellement, le problème, c'est qu'ils ont les mains libres. Ils ont les mains liées aussi. Voilà. Mais dans l'écrasante majorité des cas, on va se leurrer. Sur les gros patrons, mais pas sur les PME, ou beaucoup moins. Des PME, de tout ce qu'il y a sur le nettoyage, les ménages, etc. Oui, non, mais il y a des exploitants. Et les communications, et tout le bazar, et le consulting, c'est une horreur. Je veux dire que on a de la force que si on est en groupe. Après, la manière de structurer le groupe... Après, se rejoue tout le temps. Parce qu'il y a des problématiques qui sont plus faciles à résoudre seules, il y a des problématiques qui sont plus faciles à résoudre à 5, à 10, d'autres à 100, d'autres à des millions. Supposons que dans une entreprise, les employés disent maintenant on veut connaître les livres de compte. Parce qu'on sent qu'on ne peut pas. Voilà, mais du coup, là si c'est écrit dans la constitution d'origine de l'entreprise... Oui, mais si. Mais comment? Non, mais là, en créant des outils... alors c'est faux, puisque là l'holacratie ça a 6 ans, ça a fait un boom. Non mais ce que je veux dire c'est que dans l'air du temps il y a quand même aussi une recherche au niveau des patronats pour aussi aller vers ce genre de choses. Puis il y a des coopératives, il y a des gens qui ont repris des entreprises à des grosses boîtes qui se sont fondées en coopérative et qui fonctionnent. Bien sûr, tout ça existe.
Mais moi, je pense que détricoter le droit du travail, détricoter les services publics, c'est la fin du tout. Et comme lui, elle est donc symbolique, c'est réel, mais en même temps, c'est symbolique de tout un processus. Elle est attachée parlementaire. Elle connaît d'abord le droit administratif, voilà. Pas le code du travail. Oui, de toute façon, dans les partis politiques et au pouvoir, ce sont des gens incultes. Ils ne connaissent pas ou ils ont oublié l'histoire sociale, l'histoire politique, et ils ne vont surtout pas en entendre parler. Mais souvent, elles sont assez incultes. Le problème à la CGT aujourd'hui, c'est que la CGT après, a quand même été... Je connais bien la CGT, si vous voulez encore discuter 2 minutes. Parce que je la connais bien, la CGT. Je la connais même très bien. Donc, si vous voulez, la CGT, le problème, c'est qu'à l'origine, la CGT de Pénitier, c'était quand même des origines qui étaient quand même liées au mouvement anarchiste à l'époque. Oui. Qui a largement glissé ensuite vers 1906, déjà vers quelque chose de beaucoup moins solide d'un point de vue du mouvement ouvrier, du mouvement, j'allais dire, justement du renversement des valeurs vers une société différente qui soit celle effectivement au prolétariat, aller faire la révolution. Donc 1906 à Amiens, ça a déjà pris des évolutions successives et maintenant les statuts de la CGT qui disent clairement dans les textes que nous ne sommes plus un syndicat de lutte de classe, que nous sommes un syndicat d'accompagnement, que nous peuvent l'être la CFDT, sachant que moi j'ai un copain, le Nescachan, qui avait fait une intervention tout à fait remarquée avec les jeunesses qui intervenaient à la CGT récemment. Il disait ouais, le problème aujourd'hui, c'est que le financement de la CGT, c'est quoi? 80% des caisses patronales et 20% des militants. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. Bien sûr. C'est comme la presse, c'est comme tout le reste, hein. Bien sûr. Mais par rapport justement à ces organes structurants, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais la monnaie libre, ça vous parle? Non, la monnaie libre. La monnaie libre. La monnaie, ah oui, ça oui, la monnaie libre. La monnaie libre, et c'est vrai que la monnaie c'est hyper structurant aussi de la manière dont on dirige, enfin dont on redonne le capital. C'est un truc, c'est technique, mais quelque part c'est beaucoup plus, ça a des incidences beaucoup plus importantes que la rhétorique qu'on fait de valeur qui est derrière, parce que ça organise des populations, quoi. Bien sûr, et surtout, quand on se met dans un circuit de monnaie alternative, ce sont des systèmes qui permettent à l'argent de rester sur place. Donc de ne pas rentrer dans un circuit de spéculation. L'argent sert... Alors la spéculation, elle aura de toute façon lieu, mais... pas forcément. Pas forcément. Ah ben non. Ah non, dans l'histoire du capital, la spéculation... Non, mais après ça se gère et ça se module. Mais on peut pas. Enfin, les biens, les valeurs changent. C'est immuable de base, quoi. Non, mais quand je parle de spéculation, c'est lorsque une masse d'argent, aujourd'hui, au niveau de l'argent qui tourne autour de la planète, il n'y en a que 4% qui sert à l'économie réelle. Ouais, c'est un truc de dingue. Donc une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que... Ouais. Et là, je vais vous dire, parce que moi, on a fait allusion à la commune tout à l'heure, je trouve que c'est très intéressant. Alors la commune, c'est un mouvement qui s'est quand même beaucoup organisé, mais le problème, il est que quand on a envoyé l'armée... les Versaillais. Les Versaillais, oui. Oui, mais il y avait plus... Ils n'avaient pas anticipé que... Mais de toute façon, structurellement, ils n'avaient pas les outils, de toute façon. Pour moi, parce que moi, je suis petit-fils d'anarcho-syndicaliste barcelonais, comme ça, je vais mettre tout le monde d'accord. Mon grand-père était à la faille. Lui, c'était ni Dieu, ni maître, ni État, ni patron. Donc, pour ça, moi, j'ai pas beaucoup bougé. Même si je suis à la CGT dans la tendance claire du lutte de classe, il y en a encore 20% des effectifs. Donc, moi, je n'ai qu'un mot à la bouche. D'ailleurs, je n'ai qu'un objectif, c'est la grève générale reconductible. C'est le grand soir. Moi, j'en ai pas d'autre. Ma seule crainte dans tout mouvement révolutionnaire, c'est d'une part qu'il n'y ait pas la rotation des postes, qu'il n'y ait pas effectivement la révocation de ceux qu'on a désignés comme porte-parole, parce que ça c'est un vrai danger dans tout mouvement révolutionnaire, qui reformerait à la limite une autre oligarchie. Et ma crainte, c'est les réformistes. C'est-à-dire que dans tout mouvement révolutionnaire, il y en a qui estiment qu'on est allé assez loin dans le changement de la révolution permanente. Sauf que, comme son nom l'indique, la révolution permanente, elle vit et elle doit survivre effectivement à son existence. Donc, d'ailleurs, on le voit bien au niveau des forces d'extrême gauche. Quand il y a eu la révolution, elle était citoyenne.
et ceux qui ont arrêté et qui ont borné et qu'on dit bah voilà c'est bon on a ce qu'on veut alors que c'était pas le cas, c'était les mecs d'extrême gauche. C'est pas un problème individuel, c'est pour ça que moi je m'en fous que ce soit Guy. C'était les syndicats, on s'en fout. C'est Ségolène Royal, Sarkozy. Ça resterait des porte-paroles dans une société voilà, révolutionnaire. ce sont des gens qui prennent les places et quand on a les places. Et c'est ce que je vous dis, le problème de Barcelone, c'est que dès l'instant que les milices ouvrières de Durruti ont déposé les armes et se sont remis à un travail uniquement parlementaire, c'était la fin de la révolution à Barcelone et de l'émancipation par la même occasion. Après, le problème de la terre brûlée, c'est... Tout au plus 2 mois de véritable émancipation 1 égale 1. 2 mois. Parce qu'il y avait les milices ouvrières. Il y avait l'Union soviétique, on l'entendait pas. Oui, il y a le fameux NKVD et tout ça, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu des trahisons notamment. Après. Mais il y en aura toujours. Non, mais dans le POUM, il y a eu des trahisons, parce que ceux à qui on a dit il faut rendre les armes, et ben, ils ont obéi, parce que c'était des gens qui étaient très gentils, pas forcément des soldats, c'était d'abord des milices ouvrières, c'est bien ce que je vous ai dit. Mais avec la grève générale, vous n'avez pas peur? Enfin, moi, c'est mon premier réflexe. Ouais. C'est bien le côté de ce que je disais tout à l'heure, le non. Le non, on veut pas ça. Ok, très bien. Mais le après, c'est toujours le après. Parce que faire des révolutions, c'est bien rigolo. Mais derrière, la solution, elle n'est pas là. Alors que si on génère des... On a l'expérience de... Je peux finir ou... Bon. Okay. C'est-à-dire en fait des Stalines. Oui, non mais... Des appareils oui, mais des dictatures ou des dictatures camouflées. Quelque chose qui va récupérer l'élan populaire. Ce qui est sûr, c'est que si par exemple il y a un mouvement très radical de grève générale, bon, on n'y est pas. Hein. Non. On n'y est pas. Il faut quand même que tout le monde soit conscient qu'après, on ne sait pas. Et donc c'est à construire, si possible avec les leçons d'histoire, mais on ne sait pas. Je citais l'exemple de l'antipsychiatrie, parce que je trouvais ça extraordinaire à l'époque. On aurait vraiment cru que ce qui s'était organisé dans ces lieux hospitaliers, avec une horizontalité, justement, c'était devenu, d'abord c'était à la fois réfléchi, c'était une réflexion, une pratique, une théorie. On avait l'impression qu'il y avait des groupes, que ça tenait fort. C'était balayé en 8-10 ans. Je sais pas, moi j'ai le sentiment quand même qu'on regarde tout ce qui ne marche pas. Et d'ailleurs l'histoire est faite aussi quand même à 90% de guerre dans ce qu'on apprend. Et d'échecs, hein, d'avancées mais symbolisées par des échecs. Et des drames absolument colossaux. Alors que si on regarde typiquement Le Monde Libre, sur Internet, c'est une alternative qui ne fait que grandir et qui n'a pas d'échec. Qui n'a que... c'est-à-dire, là par exemple, GNU Linux, toutes les licences libres, il y a une alternative qui est du coup pas du tout en opposition, mais qui génère... Je suis pas sûr qu'on vous prépare un monde libre. Ah non mais IBM peut-être. Non mais justement c'est ça qui est intéressant. Je suis pas sûr qu'on vous prépare un monde libre. Ouais, non mais je suis bien d'accord. Mais malgré tout ce qui est intéressant au niveau de l'informatique, c'est que tout verrou est déverrouillable. Non, mais et qu'il y a un moment où ça change quand même énormément le paradigme d'action parce que voilà. Et au niveau, il y aura de toute façon des dérives, mais les règles changent quand même. Et il y a des témoignages bien concrets d'alternatives structurelles qui existent et qui fonctionnent. Et par exemple, personne, je veux dire, on parlait, Wikipédia, personne n'y aurait cru il y a encore pas si longtemps. Wikipédia, c'est quand même une réussite mondiale indéniable. Blablacar, il y a 10 ans, malgré tout ce qui va pas, tout le monde aurait dit mais on va tous se faire agresser dans les voitures, ça va être l'horreur. Ça fonctionne. Il y a quand même, on peut s'appuyer pas que sur de l'échec en disant on veut pas ça, mais on peut aussi vachement s'appuyer. Alors je dis pas que c'est parfait et je dis pas qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Et de toute façon, la perfection n'existe pas. Mais s'appuyer sur ce qui marche. Non mais bien sûr.
Oui, non, mais s'appuyer sur ce qui marche. Ah, mais on peut rentrer dans le détail. Mais au lieu de voir le verre vide, il y a un moment, il faut aussi regarder les choses positives. Les Bermudes comme paradis fiscal. Et c'est hyper important parce que le négativisme permanent. Non, mais je suis pas. Là, c'est que vous entendez pas ce que je suis en train de dire. C'est. Oui, non, mais. C'est dans le. Je suis pas en train de développer le modèle Uber, etc. Je vais te dire une chose qui est par contre certaine, c'est qu'on va travailler moins parce que toute cette mécanisation dont on est nous, notamment les fournisseurs, pas uniquement, mais IBM en fait partie quand même. Je me permets quand même de dire qu'on est toujours la première boîte mondiale dans ce domaine. Donc on va travailler beaucoup moins parce que de toute façon, on aura moins de temps pour. Mais par contre, il faut qu'on travaille tous. Et la mutualisation des cerveaux, c'est intéressant. Et pas forcément la société que nous prépare les mecs. Oui, mais par exemple, moi j'ai un exemple qui va peut-être vous paraître bête, hein, mais qui veut gagner des millions, tout le monde connaît. On a tous été derrière notre poste en train de dire j'ai la réponse. Là, avec Periscope par exemple, on a mutualisé nos yeux et nos oreilles en direct. Si on pose une question, on a 130 cerveaux là qui peuvent bosser en direct et trouver des solutions. On est en train de mutualiser quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres modèles qui sont hyper importants. Ça a toujours été la force. La CGT au départ, c'était très puissant. Il y avait les bourses du travail qui sont en ce moment bradées à droite et à gauche, même vendues. Ils sont vendus, hein. Ils sont vendus absolument. Donc ça, c'est très. Mais c'est quoi, en fait, le discours qui est derrière, j'ai toujours l'impression qu'il est régressiste. Non, pas du tout. Mais c'est là qu'on se trompe complètement. Les bourses du travail, c'était autrement plus progressiste que tu peux l'entendre. C'est-à-dire qu'on accueillait toute la population qui à la fois avait besoin effectivement d'une aide économique, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de grève, il faut une caisse de grève. Parce qu'il ne t'a pas échappé que si on ne travaille pas, on n'a pas de politique. Eh ben, à l'époque, donc les bourses du travail... C'est le crowdfunding, quoi. Oui, mais c'était véritablement organisé. C'est pareil. Véritablement organisé pour que... C'était collectif. Voilà. Oui, mais là, typiquement, avant, ça pouvait s'organiser que de petits. Maintenant, avec les outils qu'on a, on peut l'organiser. Et avant, c'était pas possible. Mais de toute façon, ça n'est pas contradictoire parce que ce sont deux. Il y avait les bourses du travail et j'allais dans les comités de quartier ou d'arrondissement à Paris, qui sont aujourd'hui les UL, qui eux, elles aussi, n'ont plus d'argent et qu'on ferme l'une après l'autre. Ça, c'est très très grave aussi, puisque c'est là qu'on centralise notamment. Tu parles de convergence mis debout, la convergence des luttes. Elle commence à l'union locale. Moi, j'ai pas parlé de ça, mais... Ici, j'en parle tout. La convergence, si on veut faire la révolution, elle doit être dans les faits, c'est-à-dire effectivement... Ouais, mais qui dit révolution, ça voudrait déjà dire que l'évolution, ça s'est arrêté, c'est faux. Salariés et fonctionnaires, chômeurs, CHO et MEURT, nos chômeurs, jeunes et nos seniors, nos aînés, nos retraités, s'ils ont encore une retraite, parce que la plupart du temps, c'est plutôt des toutes petites retraites. Ici, les gens je plains les petites mamies parisiennes, les petits papis parisiens qui touchent vraiment de toutes petites retraites, qui ne peuvent plus bouger de Paris, qui vivent dans Paris. Il y a encore du popolo à Paris plus qu'on croit. D'ailleurs, dans l'invisibilité quasi absolue, je plains ces petits papis mamies, et les autres aussi, il n'y a pas que, mais ils font partie des gens qui sont vraiment mais si je peux me permettre, par rapport à tout ce qui s'est passé sur les retraites. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, voir s'y intéresser, le prendre au sérieux, mais en même temps, de mon point de vue, si on commence à se mettre à vouloir, par exemple, gérer de manière autonome, libre, des points de l'économie qui sont des points forts, c'est-à-dire tout ce qui concerne la production d'électricité, l'industrie de l'armement, ça sera une autre affaire. Ça sera une autre affaire. C'est-à-dire tant que c'est gentillette, ça ne gêne personne. 2-3 personnes qui vont produire du fromage de chèvre et je n'ai aucun mépris, ma fille elle est dans un trip un peu comme ça. Non mais il y a l'agriculture qui est un point important. L'agriculture est un point très important. Par rapport à TAFTA et ce qu'on nous annonce là. Si on se met à revendiquer, de dire notre mot sur des choses qui sont des courroies importantes... Mais libre, ça ne veut pas dire anarchique. Hein. Ah non, mais je n'ai pas dit ça. Hein. Mais si tu veux, à un moment donné, te mêler
ce qu'il en est de la gestion et de l'organisation de la production. Mais libre, ça veut dire transparent, hein, concrètement. Enfin, pas que, mais entre autres. Va demander à EDF. Il ne faut pas le demander. Non, mais va voir si aujourd'hui on met ses comptes sur la table. On est bien d'accord. Mais maintenant, si on génère d'autres systèmes d'énergie et que si ceux-là sont transparents et sont plus pertinents, au lieu d'être en opposition et de vouloir dire à EDF. Je ne contradis pas. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. Même l'énergie, même l'armement, et à partir du moment où il y a une expérience extrêmement intéressante. Il y a la biomasse, il y a de relocalisation, le solaire, il y a par la exemple, géothermie, les tout gens ça. sur place produisent de l'énergie, reprennent la gestion de l'eau. C'est très important. C'est très important ce que tu viens de dire. Et alors, par exemple, dans les communes qui ont repris la gestion de l'eau, ça génère un mouvement extrêmement. Les gens sont contents parce qu'ils se rendent compte que l'eau et Veolia, voilà, etc. Ok. On n'est pas aux eaux. Non, mais on n'est pas aux eaux. On n'est pas aux eaux. On n'est pas aux eaux. Ne vous a pas demandé l'autorisation? Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais j'ai compris. Ouais. Et on est assis. Si vous se branler, c'est un peu trop plus. On est des petits gamins. On fait des conneries.